Moi, je suis vraiment une enthousiaste de la lecture. Et la lecture, c'est un refuge, peut-être refuge, ouais. Vraiment, très tôt, très jeune, il y a eu ce goût-là de se réfugier dans un livre. Le livre, c'est un endroit, c'est un lieu. De loin, on aurait pu nous prendre pour deux étudiantes venues rire sur la terrasse de la BNF entre deux révisions. De près, nous étions deux lectrices passionnées et amusées venues rire à la BNF entre deux rencontres littéraires. Laura Ulonati et moi avons le même âge. Je suis sûre qu'à 20 ans, nous n'aurions pas été plus joyeuses de nous retrouver pour parler de nos lectures. C'était à l'automne et il y avait un peu de vent dans les feuilles. Après notre échange, on s'est réfugiés dans un café pour boire un chocolat chaud. Avec Laura, le coup de foudre littéraire a été immédiat. À la lecture de « J'étais roi à Jérusalem », son dernier roman paru aux éditions Actes Sud, j'ai été emportée par le souffle romanesque et historique de son écriture, par la joie de vivre de son personnage, Wassif, bousculé par les soubresauts de l'histoire. Avec Laura, tout est voyage. On se promène dans les livres comme dans les villes. Les lectures sont des refuges, les livres des endroits à visiter. Et toujours, pour la balade ou pour la lecture, il y a une histoire et un rire qui nous accompagnent. Pour le tout premier podcast de l'année 2026, je suis très heureuse de vous emmener en voyage dans la bibliothèque intérieure de Laura Ulonati. Oh, pardon, ça va? Ça va? Ouais. Moi. Je viens d'arriver par là. Ah parfait, oui. J'allais m'asseoir là. Tu voulais essayer de rentrer ou on reste dehors ou que tu voulais faire quoi? La première question, Laura, tout simplement. Où sommes-nous et pourquoi est-ce qu'on se voit ici? Alors, on est à la bibliothèque François Mitterrand. Déjà parce que c'est là où nous nous sommes rencontrés. C'est vrai. Chère Dolly. Donc ça, c'était chouette. Et puis parce que j'ai longtemps habité ce quartier. Donc, c'est vrai que c'est un quartier que j'ai vu complètement se transformer. Voilà, cette espèce de grande dalle qui a recouvert petit à petit les voies ferrées. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette bibliothèque. J'aime beaucoup cette architecture là, de livre ouvert, là, de tour en livre ouvert de Dominique Perrault. Là. J'aime bien cette forêt un peu urbaine en son centre. Et puis voilà, tout ce quartier qui s'est réinventé. Il y a beaucoup de souvenirs de la jeunesse estudiantine jusqu'à la primo maternité. Ouais. J'aime bien ici. C'est un endroit où tu venais pour travailler? Alors attends, travailler, entendons-nous. Alors c'était quoi? On prenait beaucoup de café. Franchement, on prenait beaucoup de pauses. Au chaud, tranquillement. Bon, on se faisait un petit peu engueuler par les vigiles, mais voilà, c'était un espace de sociabilité. C'est ça qui est beau dans les bibliothèques, dans les médiathèques aussi. C'est comment ces lieux ont été réinventés aussi comme vraiment des espaces de partage. Alors que quand j'étais plus petite, oui, j'ai des souvenirs de la salle de lecture très silencieuse. On se voit aujourd'hui pour parler de lecture. Est-ce que les lieux dans lesquels tu te trouves sont importants pour trouver ton moment de lecture? Est-ce que tu as besoin de venir dans un endroit comme celui-ci, par exemple une bibliothèque ou en tout cas un lieu fermé? Où lis-tu? Alors principalement, je lis chez moi dans le silence. Tu as besoin de silence pour lire? Le maximum possible. Mais après, quand un texte m'emporte, je peux le lire partout. Mais c'est vrai que je peux vite être agacée par les conversations environnantes ou les bruits. J'ai quand même besoin de silence. La lecture, c'est quand même de la musique. Faut que j'entende les mots sonner, moi, quand même. Et cette concentration, voilà, je la retrouve quand même principalement chez moi, dans le silence, avec mon chat. Bon, qu'il soit avec toi. Ouais. J'ai gardé cette habitude comme ça de dévoration de la lecture quand j'aime quelque chose. Je peux pas attendre comme dans la bouffe, quoi. Voilà, il y a un truc de j'admire ceux qui font durer. Quand j'aime, je lis d'un coup, je relis, je reviens, voilà, mais Est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu as eu l'impression de moins pouvoir lire ou d'être moins concentré, je sais pas, ou empêché de lire? Alors paradoxalement, j'en parlais avec des collègues à toi libraires et d'autres gens du livre, éditeurs, etc. Bizarrement, on vient à ces métiers du livre, que ce soit l'écriture ou la librairie ou l'édition, par amour des livres, et de s'y consacrer pleinement, finalement, ça prive du temps de lecture. Parce que nécessairement, je lis aussi
des choses qui me servent dans mon travail. Donc c'est de la lecture aussi, mais c'est moins une lecture plaisir, c'est vraiment la lecture où je me lâche complètement, où je me laisse complètement porter. Oui, plus ça va, finalement, plus cette innocence face à la lecture, tu la perds. En tout cas, c'est rare de la retrouver. De façon générale, ouais, c'est quand même une vie de lecture importante. Voilà. Question un peu peut-être difficile, mais est-ce que tu arriverais en un mot ou en quelques mots à décrire quel type de lectrice tu es? Moi, je suis vraiment une enthousiaste. Vraiment une enthousiaste de la lecture. Et ouais, la lecture, c'est un refuge, peut-être refuge, ouais. Vraiment, très tôt, très jeune, il y a eu ce goût-là de se réfugier dans un livre. Le livre, c'est un endroit, c'est un lieu en lui-même, où peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ouais, on se trouve dans un autre monde, vraiment. Ouais. Le refuge, je pense que c'est un bon mot pour ça. Et à l'adolescence, ça a été fondamental. Ouais. J'étais une adolescente un peu compliquée, pas mal solitaire, et c'est vrai que c'était une vraie ressource, ouais, les livres. Oui, la lecture peut remplacer une réalité sensible, si elle est bien faite. Ouais, et puis elle peut t'ouvrir les yeux sur des choses, des endroits que tu as l'habitude de contempler sans forcément y mettre du sens. Donc je trouve ça toujours intéressant de confronter les deux. Tu as utilisé le mot endroit, c'est un lieu, un endroit, la lecture de la part d'une géographe, je trouve ça hyper intéressant. Bah oui, c'est ça. On y revient. Ouais. C'est depuis toujours, alors ça nous emmène à cette question que j'allais te poser. La lecture fait partie de ta vie depuis l'enfance? Oui, mais j'ai une mère qui est une grande lectrice, donc je pense que c'est aussi par l'exemple, toujours qu'on rentre dans la lecture. Alors après, on n'a jamais lu les mêmes choses, tout de suite quasiment. Alors, elle m'a mis le pied à l'étrier par peut-être le seul truc qu'on a en commun, c'est la Comtesse de Ségur. Ouais, la Comtesse de Ségur. J'aimais bien, j'avais entendu Agnès Jaoui qui avait dit un jour, il y a ceux qui ont lu la Comtesse de Ségur et puis il y a les autres. Je suis assez d'accord avec ça. Mais quand même, la Comtesse de Ségur, et j'ai lu ça, mais en boucle. Je relisais, voilà. C'était lesquels? L'âne Cadichon, Le Bon Petit Diable, Les Petites Filles modèles, moins que, bien sûr, Les Malheurs de Sophie de Verschin, c'est moi, quoi. Enfin, je pense que c'est beaucoup de petites filles qui ont lu ça. Et après, il y avait une bibliothèque municipale où c'était l'institutrice qui nous amenait. Mais voilà, moi, ma mère, c'était une des abonnées France Loisirs, tu sais. Donc, il y avait la commande à passer tous les mois. Donc, je pouvais demander ce que je voulais. Et, oui, il y a toujours eu des livres. Il y a toujours eu la possibilité d'avoir des livres. Est-ce qu'à l'adolescence, qui est un moment un peu particulier pour tout un chacun, il y a des lectures qui ont été marquantes, dans lesquelles ce refuge dont tu parlais tout à l'heure s'est révélé vraiment important? Moi, je me souviens, au-delà des trucs un peu, voilà, Maupassant, tout ça, j'aimais bien. Mais Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, je me souviens qu'on avait lu ça en 4e et ça m'avait... Je connais pas ce texte. Ça m'avait bouleversée. Ça parle d'une femme qui travaille à l'usine, à la chaîne, les usines automobiles. Et elle va tomber amoureuse d'un Algérien qui disparaît lors d'une ratonnade. Et donc, moi j'ai fait le collège dans un lycée privé catholique. Et c'est vrai que la proposition de cette professeure de français, je pense que je l'ai compris quelque part par la bande. En 4e, tu te le dis pas directement, mais bon, qu'il y avait une proposition qui était déjà un peu politique, quoi. Voilà. Et pour une fois que c'était quelqu'un d'un peu plus contemporain, je crois que c'est un livre des années 60 ou 70, je sais plus, 70 peut-être. Et ouais, ça sortait du cadre beaucoup plus classique des études, de la lecture ou même de ce vers quoi je m'orientais, je te dis, ce que je trouvais autour de moi. Et ouais, c'est la première approche, j'ai l'impression, voilà, d'une écriture de féminine, tu vois, et qui contestait par l'expérience de son corps, voilà, et sexuelle, un ordre social, quoi, et qu'il critiquait aussi, ouais.
Et puis après, comme beaucoup de lycéennes de notre génération, je pense, oui, il y a eu des trucs. Voilà, les Duras toute la nuit, c'était waouh, c'était les premières expériences de lecture. Évidemment, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui la découvre, tu vois. N'importe quoi, mais ah oui. C'est beau quand même cette sensation. Bah oui, d'être seul au monde. Ah ouais, c'est ça, et qu'elle te parle à toi. À toi, c'est ça, c'est c'était très très fort. Bah, Annie Ernaux, c'est sûr aussi, les armoires vides, quand je suis tombée là-dessus, je dis mais c'est quoi ce machin, quoi, je veux dire, au-delà de l'histoire, voilà, elle attend son avortement, elle y reviendra après avec l'événement, je veux dire, mais quand elle raconte, voilà, toutes ces hontes sociales, son expérience de transfuge, maintenant c'est devenu un mot, tu sais, tout le monde est transfuge, hein, tout le monde est sorti du ruisseau quand t'écoutes les gens. Moi, j'ai un instinct de possession du livre qui est assez effrayant. Faut que tu le gardes, il faut que ça reste avec toi. C'est à moi. Ouais. Vraiment. Ou des fois je vais te l'acheter et je l'achète, mais qu'il faut pas que ça sorte de chez moi. Non, c'est assez impressionnant. Ça, c'est... Tu penses qu'on lit par compagnonnage, par affection, par affinité? Moi j'y crois à fond, à ça, tu vois. Et je crois au compagnonnage des libraires, voilà. C'est-à-dire que moi je suis complètement le genre de cliente que tu aimerais. Voilà, si j'étais dans ton quartier, si j'arrive, je dis j'ai rien à lire, je donne. Voilà, et pour peu que tu me connaisses, tu me mets dans les mains et je pars et c'est bon. Je suis ce genre de personne. En tout cas, j'aime bien trouver ça. Ouais. Et quand je trouve ça, je suis très heureuse. T'aimes bien qu'on te conseille des livres, qu'on te fasse découvrir des choses. Tu parlais d'enthousiasme tout à l'heure, ça va avec. Et je suis toujours contente quand il y a une copine ou mon compagnon qui est un grand lecteur aussi, voilà, me mettre des choses dans les mains. Et c'est assez rare, ça arrive quasiment jamais que je dise vraiment pas du tout, quoi. Je veux dire, il y a un truc où on se reconnaît, ça passe aussi par les textes qu'on pratique. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Si on a pensé à moi en lisant un texte, ça veut dire qu'il y a quelque chose à un endroit effectivement qui va me rejoindre et ça c'est chouette. C'est une belle preuve d'amour ou d'amitié, je trouve. C'est beau, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, et avec dans mon couple aussi, c'est fondamental. Je n'aurais pas pu faire ma vie avec quelqu'un qui ne lit pas. C'est pas possible. Moi, quand je vais chez quelqu'un, c'est vrai que pour le coup, c'est le premier truc. S'il n'y a pas de bouquin, ça va pas. Tu reviendras pas. Si, mais je sais pas si du coup le lien il pourra s'épaissir, se solidifier, devenir durable. C'est vraiment une part essentielle de ma sociabilité, quoi. Et tu dis les livres ils sont à toi, c'est-à-dire que l'exemplaire dans lequel tu les as lus, c'est celui que tu gardes avec toi? Mais j'ai plusieurs exemplaires des livres que j'aime. Ah oui. Par exemple par exemple Seul dans Berlin de Hans Fallada. J'ai tellement aimé ce livre, notamment à l'adolescence. Tiens, on parlait des lectures adolescentes. Si jamais il y a une belle collection, une belle republication, je vais la voir en plusieurs formats. Pour les avoir. Oui, je les ai. Ouais, tu vas pas le relire à cette occasion forcément? Pas forcément, mais je l'ai. Ouais, je comprends. Non, c'est complètement timbré, mais j'ai des trucs comme ça, ouais. Et tu mets des choses dans tes livres? Est-ce que ça accompagne des moments de vie? Je sais pas, est-ce que tu écris dedans? Est-ce que tu les cornes ou est-ce que moi, par contre, je les saccage, les bouquins. Ouais, c'est corné partout, il y a des commentaires, il y a des étiquettes, il y a... Ouais. Et ça, tu vois, ça a été un motif de dispute dans mon couple. Parce que lui, non. Ah non, c'est un fou. Non, mais c'est vraiment le livre, il le lisait, tu sais, sans trop ouvrir même la tranche pour pas casser, tu vois, le dos, mais qui fait ça? Donc voilà. Donc moi, je trouve ça terrible, quoi. C'est le livre, c'est une prolongation de ton être, c'est l'endroit où tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, marcher dans les chaussures d'un autre, c'est super important, mais c'est pas un objet sacré, encore moins un objet de décoration. Marcher dans les chaussures d'un autre, ça me fait penser aussi à des livres peut-être que tu lis aussi des livres que tu achètes d'occasion, qui ont appartenu à d'autres personnes. Ouais, c'est possible. J'aime bien ça. Ouais, j'aime bien ça. De plus en plus, j'aime bien. Ouais. Et pareil, et puis des fois des trucs que j'ai déjà. Ouais. Les quignards, là, il y a pas longtemps, j'étais où j'étais à Saintes, là, j'ai trouvé un bouquiniste. Je sais pas pourquoi, tous les matins du monde, je l'ai déjà en 12 000 exemplaires. Je sais pas, je l'ai racheté. Je me dis tiens, je le donnerai à quelqu'un ou pas.
je l'ai à moi, voilà, j'aime bien ça, ouais. C'est des compagnons, quoi, des compagnons. Ouais, c'est ça, ouais. Avec ton compagnon, vous lisez les mêmes livres? Vous passez globalement, vous êtes curieux des mêmes choses au départ? Alors lui, il est anglais. Okay. Et donc déjà il lit beaucoup de nouveautés anglophones et il aime bien, il a un petit côté best-seller quand même, hein, il a un petit côté quand même. un petit côté Man Booker Prize, tu vois, un truc comme ça, il aime bien. Non mais voilà, et puis non, il peut lire du roman policier aussi. Moi ça pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas une critique, hein, il y a de très grands romans policiers. Ma mère lit beaucoup de policiers, donc ils se retrouvent tous les deux comme ça là-dessus. Il m'a amené à lire des choses que j'aurais jamais lues auparavant. Voilà, Donna Tartt, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Maintenant, dans ma tête, quand je serai grande, je serai Donna Tartt, tu vois. C'est ou des choses, voilà. Susanna Clarke qui avait écrit Mr. Norrell, je sais plus comment c'était. Jonathan Strange and Mr. Norrell, je sais pas si tu vois ce texte. C'est un roman qui est un peu historique, qui se passe pendant les guerres napoléoniennes. Donc tout est assez véridique, mais sauf que les deux armées britanniques et françaises sont chacune équipées d'un sorcier. Donc elles mélangent comme ça roman historique, facture un peu fantastique, et puis avec des notes de bas de page absolument délirantes, une forme complètement inusitée. Et c'est vrai que là-dessus ils sont forts, les anglo-saxons, cette folie comme ça de la proposition du sujet, de la forme. Oui, en tout cas on s'en parle. C'est vrai. On s'en parle de toute façon et de vos lectures. Et c'est chouette, et donc on est dans une maison où on est tout le temps en train de lire, et on montre de la lecture aussi à nos enfants, et on a deux fils qui sont des excités aussi de la lecture. Ce sont des consommateurs bien sûr invétérés de manga, comme tous les gamins de leur génération. Ils veulent me faire lire des trucs. En ce moment, ils lisent un machin sur le foot. Ah ouais, voilà, c'est ça, ils aiment bien ça. Mais ils adorent la BD plus classique, le roman. Voilà, donc oui, moi, oui, j'ai une bibliothèque à moi, il a une bibliothèque à lui. Il y a une bibliothèque dans le bureau qui est un peu plus sciences humaines. Mais toujours près de moi, quand même, il y a la poésie. Quand même. Okay. Ouais, la poésie, elle est toujours près de moi. Près de toi, dans ta chambre, par exemple ? Physiquement. Il faut que ce soit près de moi. C'est ce que je lis le plus. Je vais lire certains auteurs. Moi, le Odysseus Elitis, c'est tout le temps. Vraiment, la mer Égée, toutes ces évocations des îles grecques. Louise Gluck, voilà, moi, j'aime tellement. Voilà. Anne Carson, c'est quelque part entre la poésie, l'essai, etc. Mais c'est tellement unique. Voilà, il y a des gens, je sais pas, ils ont tellement une façon de faire, une musique unique, et surtout les mots ne sont jamais usés. Que tu relis ? Ouais. Dans la poésie ? Pavese aussi beaucoup, pas que sa poésie, tous ses romans aussi, mais ouais. Donc il y a une espèce de dialogue silencieux comme ça. Entre les textes, quoi, que je suis la seule à connaître ou à voir ou à percevoir. C'est un dialogue entre vous deux ? Ouais, c'est ça, mais j'avais beaucoup aimé le recueil de poésie de Laura Kaczynski, Où sont-ils maintenant, là, chez Gallimard, c'était très très beau ça. Donc voilà, il y a des choses que j'aime bien lire, relire. Natalia Ginzburg, j'ai tout lu, et ça je relis, voilà, c'est incroyable. J'ai jamais lu encore. Ah bah écoute, il faut. Ouais. Il y a des livres qui sont des choses qui font vraiment partie de toi et que tu voudrais garder près de toi longtemps. Mais je pense que oui, Action Esti, oui, de Odysseus Elitis. Ouais, je pense que j'amènerai de la poésie parce que c'est toujours renouvelé. Après, j'aime bien les textes courts de Natalia Ginzburg, My Davido Mandarmi, les petites vertus aussi, voilà, c'est des petits textes, des petites scénettes de vie. Louise Gluck, l'Iris sauvage, qu'est-ce que j'aime ce recueil de poésie. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Là, en ce moment, je lis Sebald, je lis Les Émigrants. Ok. Ouais, je lis ça. Que tu as là dans ton sac ? Ouais,
Viens, je te montre. Oui, je veux bien. Comme ça, tu vois. Comme ça, je vois comment tu les traites, tes livres. Non, mais je suis au début. Oh tu oui, vois. ça va. Là, j'ai commencé dans le train. T'as commencé à corner quand même. Ouais, j'ai commencé, tu vois. Il y a mon billet de train, là, tu vois. Et puis, tu vois, j'aime bien. Il y a des photos, illustrations. Ouais. Toujours Ça parle des migrants, donc j'imagine. Comme oui, le titre une figure des migrants à chaque fois. C'est très beau. Lui, c'est un vrai paysagiste. Hein. Il a une description d'une précision des paysages, c'est hallucinant. Mais sinon, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Javier Cercas, Fou de Dieu. À l'autre bout du monde. Ouais, jusqu'au bout du monde. Je sais plus comment c'est, mais oh là là, j'ai adoré. C'était trop bien. Ce livre unique là que les éditions du Sous-sol ont, Écarlate de Christine Pawlowska. Oh là là, incroyable. Incroyable. Est-ce qu'il y a des auteurs du passé alors que tu aurais aimé rencontrer des auteurs ou autrices, hein, bien sûr? Après, franchement, voilà, Duras, oui, mais je me dis qu'elle devait pas être sympa en fait. Je me pose la question. Je suis pas sûre que ça aurait été sympa de la rencontrer. Mais ouais, elle, vraiment une admiration sans borne. J'ai de très bons amis à moi qui habitent à Naufle-le-Château, et quand je vais chez eux, je rôde autour de la maison. Voilà, s'il vous plaît, n'appelez pas la police, je ne vais rien faire. Mais oui, il y a une espèce de truc, j'imagine, tu vois. Peut-être des images d'archives qu'on a tous vues dans cet antre un peu sombre comme ça, là, ces derniers entretiens. On a abordé beaucoup de choses, je te remercie. On arrive sur la dernière partie de cet entretien qu'on a intitulé le passeport littéraire, ça tombe bien pour une géographe. Tu es prête? Ouais. Donc Laura, si tu étais un titre de livre. J'avais bien aimé le titre de recueil de photos de Laetitia Battaglia, mais je suis plus sûre de comment c'était. Je m'empare du monde où qu'il soit. Ça m'a beaucoup parlé, cette phrase-là. Et ça représente assez bien mon projet littéraire, mon projet de vie en tout cas. Ça te va bien? Ouais. Je m'empare du monde où qu'il soit. Ouais. Si tu étais une héroïne ou un héros de roman, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé incarner? Il y en a deux. Vas-y. Alors, soit le chat, la Behemoth dans Le Maître et Marguerite, cette saloperie là, j'adore. Qu'est-ce que j'ai aimé, comme toutes les ados, hein. On a tous eu un moment, Le Maître et Marguerite, pareil, on croyait qu'on était trop cool, on était les seuls à connaître Bulgakov. Peut-être à l'époque, oui. Ah ouais, c'est ça. Tu sais pas? Non, moi c'était par une copine aussi, on en parlait tout à l'heure. Ou lui, ce chat là, le chat avec les flingues, j'aime bien. Ou pareil, les romans russes, le prince, la Bolkonski, dans Guerre épée. Non mais attends, lui c'est l'homme de ma vie. Non mais c'est sûr. Moi, qu'est-ce que j'aime, la ferraille, quoi, tu vois. Il y a plus de chances, moi, que je lise des romans de guerre que des romans d'amour. Ouais. Ça a été un moment de lecture. Ouais. C'est inégalé. Ok, je prends ces deux réponses. Est-ce que tu as le souvenir d'un dernier chagrin de lecture? Tu peux entendre le mot chagrin comme tu veux. Ah voilà, parce que ouais. Je me remettrai jamais d'avoir déjà lu Le dernier été en ville de Caligari. Je voudrais toujours le redécouvrir, ce livre. Extraordinaire. Raconte-moi un peu. C'est un type assez... c'est déprimé, qui a une vie très très décousue et il est dans l'incapacité d'aimer. Il essaie d'aimer une femme et pour l'aimer, il va essayer de rentrer dans la société, de prendre un boulot, mais ça ne marche pas. Il finit toujours par faire des conneries, par picoler avec son grand pote ivrogne et philosophe. Il y a des auteurs, des autrices, dès qu'ils sortent un truc, tu sais que tu vas y aller, que tu suis. Déborah Lévy. Ok. Moi aussi, quand je serai grande, voilà, moi aussi, je dis pas comme Donna Tartt, quand je serai grande, je serai Déborah Lévy. Non, mais je suis tellement falabraque, c'est-à-dire j'ai vu une photo d'elle, voilà, je lis toutes les interviews d'elle, etc. J'ai vu des boucles d'oreilles qu'elle s'est achetées, je me suis acheté les mêmes. C'est vrai? Non, mais au secours. C'est génial. Non, mais... Est-ce qu'il y a quand même des passages de livres dont tu te souviens, ou des extraits ou des citations auxquels tu aimes revenir? Oui. Après m'en souvenir par cœur, non. Mais je me souviens, voilà, quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose où je veux revenir, ou notamment dans l'écriture, je dis tiens, ce passage-là, ça pourrait faire penser à ça. J'aime bien aller chercher. Après, voilà, il y a des musiques comme ça que j'affectionne, auxquelles je reviens. Voilà, Moravia, quand
il raconte Rome et qui raconte des déambulations romaines comme ça, ou le début comme ça de Caro Michel et ce roman épistolaire de Natalia Ginzburg. Il y a des trucs, je reviens, l'île d'Arturo de Morante, et j'y reviens très très souvent. Mon premier fils, ça s'appelle Arthur, donc c'est pour ce livre-là. Voilà, donc oui, je me souviens de la géographie du roman. Je sais me retrouver très rapidement un passage. Est-ce qu'il y a des livres que tu aurais peut-être lus récemment, en tout cas adulte, tu t'es dit à la lecture, j'aurais aimé lire ça adolescente ou à 20 ans, ou pas? Ou c'est ancré dans le moment présent? Après, c'est des choses qui ont été écrites récemment, mais oui, Déborah Lévy, franchement, j'aurais bien aimé plutôt la lire, la découvrir plus tôt. Ouais. J'y suis venue quand elle est devenue un phénomène, et des fois on s'en veut, on se trouve un peu moutonnier, on doit se dire oh là là, faut qu'elle ait un prix pour qu'on y vienne, c'est incroyable, mais... Ouais, peut-être elle, mais je te dis, c'est une passion maintenant dévorante. J'ai une question assez terrible avant de terminer cet entretien. Ne plus jamais lire ou ne plus jamais écrire? Ouais. Non, mais... T'as le droit de me détester, mais ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu vas le dire. C'est ne plus jamais écrire. Oui, ok. Je suis pas indispensable. Mais est-ce que écrire t'es indispensable? Oui, c'est une nécessité, mais... c'est pas nécessaire forcément qu'on me publie ou que sais-je, tu vois ce que je veux dire, c'est une proposition. Et tant qu'on me fera proposition et que je pourrai lire, entendre d'autres voix et qui me parleront et qui me feront du bien, tant mieux. Très bien, merci. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est Sophie Poirier qui te pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on met dans un livre ? De l'imprévu. Un livre, on y met des choses que l'on n'avait pas prévues. Un livre, il doit te déplacer. Enfin, je crois. Bon, un minimum, quand tu commences un projet, il faut que tu saches un peu où tu vas, la psychologie un peu de tes personnages, que sais-je, comment on formule ça, mais si tu sais exactement où tu vas tout droit, pour moi, c'est cuit. Donc, un livre, il te déplace. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est souvent dans ces déplacements, dans ces circonvolutions-là, que tu vas arriver à toucher le cœur d'idées ou de pensées que tu ne croyais même pas avoir en toi. De l'imprévu. Super. Écoute, merci. On lui fera part de ta réponse. Et à ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi, mais sans savoir qui il ou elle sera. Ah, tu me dis pas. Ah bah non. Tu le tutoies, d'accord? Parce que moi j'ai le tutoiement facile. Je le ou la tutoie. Voilà, donc c'est important. Même si c'est une personne très importante, alors. mes collègues, tu tutoies. Qu'est-ce que ça te coûte d'écrire? Qu'est-ce que ça te coûte d'écrire? Ouais. J'aime bien. C'est une question que tu te poses à toi-même ou pour laquelle tu as une réponse? Moi, je suis toujours un peu questionnée, sur ma pratique. Des fois, quand j'entends des collègues, l'idée que l'écriture, ce serait un plaisir. Attention, je veux dire, on s'enchaîne pas à la planche à clous, c'est pas ce que je dis, mais quand même écrire, te lancer là-dedans, ça coûte un peu. Ça te coûte. C'est une nécessité, vraiment quelque chose de très très fort que tu dois accomplir, qui t'isole. Enfin, moi, j'écris chez moi dans le silence. Quand je me lance, je vois personne. Ça me rend très heureuse, mais voilà, j'ai une vie de famille et parfois, quand un projet tarde à naître, je vois ma porte s'ouvrir de plus en plus fréquemment. Maman, t'en as fini avec ce livre? Voilà, forcément, ça prend des choses. Donc, et c'est cette espèce d'arithmétique de la vie, de choix qu'on fait, qui est intéressante. Ce coup au quotidien de la lecture, de ce que ça prend, de temps d'émotion aussi, parce que ça essore aussi pas mal. Donc des fois, ça me questionne beaucoup pourquoi on se met les nerfs à vif comme ça, ouais.
Qu'est-ce que ça te coûte d'écrire? Merci beaucoup. On lui posera la question, on te fera part de sa réponse. J'ai une toute dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé, ou peut-être d'autres dont tu m'as pas parlé, il y en a un dont tu me conseilles la lecture? À moi, absolument, il faut que je le lise si je ne le connais pas. Ah ben, tu m'as dit que tu n'avais pas lu Natalia Ginzburg. Voilà, lis Lessico Familiare, en français, c'est les mots de la tribu. Les mots de la tribu. Ok. Il faut lire ça. J'irai regarder ça. Il faut. Ça me va, j'aime bien quand on m'oblige à lire un livre. Merci beaucoup Laura, c'était super. Moi, merci. C'était le tout premier podcast de l'année 2026 des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Laura Ulonati. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent et faites-nous vos retours. À bientôt, à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.